Bonjour les amis et plumophiles, bien entendu, toujours très heureux de vous retrouver, même si c'est devant cette caméra. Aujourd'hui, nous aborderons notre étude numéro 11 qui est consacrée à la deuxième partie du véhicule électrique. Alors pour ça, je vous propose de voir ensemble comment sont organisés, alors soit totalement, soit partiellement, les capitaux sociaux de quelques compagnies, de quelques sociétés de construction automobile européennes, dont françaises bien entendu. Alors pour ça, eh bien, commençons par Volvo Cars. Volvo Cars, qui était la propriété de Ford Motor Company jusqu'à 2010 et qui est ensuite passé majoritairement au chinois Geely. Ensuite, Mercedes-Benz Innovation, donc là c'est le chinois, alors je vais le prononcer en français, BYD, qui est majoritaire à partir de 2022, dont le siège social est à Shenzhen, en Chine, bien sûr. MG Rover en Angleterre, bien connu, capital détenu par Nanjing Automobile en 2005, racheté par SAIC Motor, dont le siège social est à Shanghai. Je crois savoir que depuis, d'ailleurs, la fabrication a été expatriée en Chine. Stellantis, c'est à l'origine le groupe français Peugeot PSA, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Opel ayant été racheté par Peugeot il y a quelques années, auquel récemment s'est adjoint le groupe Fiat et Chrysler Automobile, donc américain. Dans ce capital, nous trouvons, alors à l'origine, je crois que c'était à peu près 5% de Dongfeng, qui a réduit à 66%. Et ensuite, en octobre 2023, eh bien, Stellantis a pris 20% dans Leapmotor, Chine. Alors, on pourrait se dire, chic, alors ça c'est bien, moi un groupe européen, bon. Création ensuite, par la suite, d'une co-entreprise avec Leapmotor International, dont le siège social est à Hangzhou, en Chine, avec Stellantis, qui est majoritaire à 51%, 49% donc pour Leapmotor. Et seulement, évidemment, dans tous ces arrangements, c'est, je te donne ça, tu prends ça, etc. Et ça se traduit par l'ouverture du réseau commercial de Stellantis en Europe et aux États-Unis, pour la Chine, ce qui est quand même quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Ça paraît évident. Alors, je m'arrête là, on aurait pu regarder aussi Renault, qui est aussi en Chine, qui a priori n'a pas de capital chinois au niveau européen, différent au niveau de la Chine. On pourrait parler aussi de Tesla. Bon, Tesla est américain, il travaille aussi en Chine, beaucoup moins, à cause de la concurrence des véhicules chinois et des véhicules électriques et rechargeables chinois, mais aussi, je dirais, à cause de la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. Bon, ça c'est américain, c'est quand même différent. Et puis, des Tesla, il y en a évidemment énormément en Europe, hein, c'est clair. Alors, quelle est la conclusion partielle? Eh bien, c'est que la Chine devient omniprésente dans la grande majorité, à mon avis, des capitaux des constructeurs automobiles européens, ça paraît évident. Ce sont des montages essentiellement financiers, ça ne veut pas dire pour autant que la ligne des voitures, le design, etc. va changer. Jusqu'à maintenant, on n'en voit pas trop, je dirais, l'importance. Mais néanmoins, ça veut dire aussi que la Chine, ça paraît logique, va avoir tendance quand même à mettre ses matériels, je pense en particulier aux batteries. Alors là-dedans, que deviennent les productions nationales françaises, et voire européennes, je dirais que ça devient très difficile. Alors je ne parle pas du moteur thermique, hein, c'est-à-dire des moteurs à pétrole. Quand je dis moteur à pétrole, ça n'a rien de péjoratif, c'est carburant fossile, hein, diesel et essence. Bien du mal à s'adapter. Lorsqu'on voit les résultats en 2024, c'est quand même assez catastrophique. Pas que je parle pas de la voiture électrique, je parle du moteur thermique. Hein. Alors les conséquences, on voit là derrière ça, et ça me paraît quand même inévitable, sont les conséquences du conflit
du conflit qu'a entamé l'Occident contre le pays des ours, c'est-à-dire contre la Russie par Ukraine interposée. Et alors on peut me raconter des tas de choses autour, mais enfin globalement c'est quand même ça. Et bien ça se paye très cher. Et, évidemment, je me souviens parfaitement, il ne doit pas être le seul, que grâce aux sanctions, en 2 mois de temps, on devait mettre la Russie à genoux. Ben, j'ai constaté assez rapidement que c'était plutôt l'inverse. Et puis ça ne s'est pas amélioré depuis, et puis je ne vois pas très bien pourquoi ça va s'améliorer, puisque ben, a priori on continue ouvertement un conflit contre la Russie. Bon, ça a forcément des conséquences. Hein. Alors, d'ailleurs, il y en a une immédiate, je crois qu'il me semble-t-il que je l'ai abordée déjà dans la première partie, c'est la perte du marché russe par Renault, qui était le premier vendeur et constructeur en Russie, un véhicule très apprécié d'ailleurs, et puis qu'on a prié de rapatrier. Bien, devinez qui a pris la place, évidemment, les Chinois. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une coopération de plus en plus forte entre la Chine et la Russie. C'est d'ailleurs leur intérêt, bien sûr. Coopération à la fois de défense, donc militaire, coopération industrielle, technique, de recherche, etc. Et je sais de quoi je parle. Mais également, je dirais, humaine. Ouais, ça, on n'en parle pas, mais si, c'est très important. Je dirais même que c'est sans doute même le fondement, ce sont les fondations, je dirais, de la maison. Hein. Donc tout ça nous mène au renforcement des intérêts de la Chine, très lié à la Russie. Ce qui veut dire aussi que, il me semble, enfin l'analyse de ce que j'ai pu étudier sur ce sujet, que la Chine a quelque part, je n'ose pas dire un boulevard, mais en tout cas une grande avenue devant elle. D'autant plus qu'elle devient, je dirais, prépondérante dans bien de domaines. Il ne faut pas se raconter de belles histoires, bien dominante, c'est évident. Pour moi, c'est le premier marché, première puissance mondiale, ça me paraît tout à fait clair. Bien. Alors, d'autant plus que c'est un pays où on fait évidemment énormément de recherches, beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en Occident, et des recherches qui arrivent, qui débouchent sur des choses concrètes. Il ne s'agit pas de jouer les professeurs d'un bus. Et en particulier, bien, au niveau des batteries, des nouvelles batteries de type sodium-ion. Sodium, donc, sodium, c'est un produit tout à fait bon marché, donc qui devrait conduire à une baisse de prix extrêmement sensible, sauf à mettre des droits de douane pas possible là-dessus, mais ça a toujours un renvoi de bâton, ce genre de truc. Hein. Alors, sodium-ion ou similaire. Bon, actuellement, elles sont, on l'a vu, à 180 watts à peu près par kilo, 200, et a priori, il semblerait qu'on puisse aller au-delà. Bon, ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Ce qui nous amène à penser que d'ici peu, c'est-à-dire d'ici 1 an, 2 ans, bien, on va avoir des véhicules pour une même masse embarquée, une même masse, hein. Je n'ai pas dit capacité, une même masse, des capacités nettement supérieures qui devraient pouvoir nous amener nos voitures, et pas que les voitures, vers des autonomies de 600, 700 km. Faut-il aller plus loin? J'en suis pas sûr. Mais déjà, avec 600 km réels, je parle de réel, c'est déjà quand même pas si mal. Hein. Alors, donc l'industrie européenne est de plus en plus dépendante de la Chine. Bon, ça, c'est pas une trouvaille. On le voit déjà à travers les capitaux. Et à mon avis, ça va aller qu'en grandissant. Hein. Alors, tout ça va s'appliquer évidemment à d'autres moyens de mobilité, c'est-à-dire d'autres moyens de transport. Je pense en particulier au train, dont j'aurai, après cette étude, donc numéro 11, nous aurons la numéro 12 évidemment, qui sera consacrée, la numéro 13, il y en aura 2, au train, c'est-à-dire un nouveau type. Enfin, nouveau, je n'ai pas réinventé l'eau chose, ce sont différentes applications qui ont déjà existé, que je mets en synergie, bien pour proposer un nouveau modèle de train, c'est-à-dire autonome sur pneumatique et plus sur roue métallique, avec un rail adapté pour les pneus, et puis sur batterie.
bon, on s'aperçoit qu'on obtient déjà des autonomies tout à fait satisfaisantes, avec des vitesses commerciales correctes, en particulier pour les réseaux, les réseaux secondaires. On n'a pas besoin de rouler à 300 à l'heure pour faire Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, hein. Donc il y a, à mon sens, une grande porte ouverte à ce niveau. Alors en France, ça c'est un autre problème, mais à l'étranger, certainement. Alors, le véhicule chinois en Afrique de l'Ouest, ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Et là aussi, je connais bien le sujet, pour bien connaître l'Afrique de l'Ouest, enfin en tout cas, ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, qui est une entité totalement structurée, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, AES, qui concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça représente à peu près 69-70 millions d'habitants, c'est quand même pas rien, et une surface qui doit faire à peu près dans les 3 fois la France, si je ne dis pas de bêtises, ou à peu près, hein, 3 voire 4 fois peut-être, et qui est aujourd'hui, je dirais, depuis quelques années, en pleine ébullition sociale, pleine progression, hein, parce que pas de l'ébullition, de la mauvaise ébullition, c'est de la bonne, même très bonne, et qui tend en différents domaines, et en particulier donc dans le domaine des infrastructures. Beaucoup d'anciennes pistes en latérite sont aujourd'hui, en particulier urbaines et suburbaines, sont goudronnées, voire transformées en voies rapides, voire en début d'autoroute, etc. Ce qui ouvre évidemment un marché très important pour le véhicule électrique, d'autant plus que, on n'est pas sans ignorer, que ces pays ayant fait appel à la Russie en particulier pour leur protection, mais également à la Chine qui est présente depuis des décennies et des décennies dans d'autres domaines, eh bien on a une grande porte ouverte pour le véhicule électrique, ce qui permettra en même temps de dépolluer un peu ces grosses agglomérations qui sont extrêmement étendues, pas hautes mais très étendues. Et nous voyons déjà depuis 2-3 ans arriver les cycles électriques, comme chez nous, bien sûr. Les voitures électriques, à mon avis, elles doivent déjà y être, paraît évident, et elles vont y être de plus en plus. Et puis ce qu'on appelle les triporteurs aussi, alors je crois que j'en ai parlé, me semble-t-il, c'est-à-dire une fourche avant de moto, un monocylindre de différentes cylindrées, un siège pour le conducteur, et puis derrière une benne qui peut se basculer, électrique ou pas, pour 250, 500 kg, voire je crois qu'il y a une tonne. À mon avis, ça va passer électrique assez rapidement. Ça, c'est purement tout ça du chinois, y compris pour les voitures. Les Chinois, connaissant bien le milieu, eh bien, ont étudié justement le milieu et le besoin, et puis ont proposé leur matériel, ce qui me paraît tout à fait normal. Moyennant des droits de douane tout à fait raisonnables, parce qu'il faut quand même bien que ces États puissent gagner un peu d'argent. Et aujourd'hui, c'est en pleine effervescence, alors que nous avons mis des 50%, des je ne sais combien de droits de douane, ce qui fait qu'un véhicule électrique qui fait 15 000 € en Chine et qui est déjà une très belle voiture, arrive chez nous à 3 fois plus, pratiquement. Bon, voilà. Alors, ce qui fait que les Chinois ont fait la même chose. Et aujourd'hui, bien BMW, Volkswagen, Porsche, tout ça, en Chine, il n'y en a plus beaucoup. Bon, donc les Burkinabés, les Maliens, etc., ont procédé différemment, à travers des accords également, je dirais, raisonnables, d'échanges réciproques, ce qui fait que c'est en train de... pour moi, ce sont des pays d'avenir. D'ailleurs, il y en a d'autres autour qui voudraient bien se raccrocher sur eux. Je pense que ça peut-être à terme faire un genre de marché commun, différents accords, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que nous avions autrefois, alors en moteur thermique, eh bien, la 404, qui est la voiture de base là-bas, la 504, 505, 4L, 2 chevaux qui passent partout. Bon, nous n'avons pas estimé utile de les remettre au goût du jour, si bien qu'aujourd'hui, il y en a encore, elles ont 60 ans, ou je ne sais pas combien, avec des camions Berliet, des GBC là, qui datent des années 60, il en reste encore quelques-uns, mais au niveau de la voiture française, et c'est en train de faire pareil en Algérie,
compte tenu des bonnes relations avec l'Algérie, les voitures françaises, il n'y en a plus. Donc tout ça, Russie, Sahel, tout ça, ça représente évidemment des pertes financières absolument fabuleuses. Bon, c'est comme ça. Voilà, ce sont des choix, n'est-ce pas? Alors, donc, je disais, les Chinois ont étudié le besoin et n'ont pas dit vous allez nous acheter nos véhicules, sinon ça va barder. Non, non, pas du tout. C'est pareil pour les camions, et les camions chinois aujourd'hui sont bien plus appréciés pour les gens des BTP, c'est-à-dire les carrières et compagnie, par rapport aux camions français ou aux camions européens qui arrivent au Togo, là, sur le port de Lomé, déjà bien fatigués, avec plein d'électronique partout, et puis les voitures, alors là c'est pareil, si bien que électronique plus chaleur plus poussière, en général ça ne dure pas très longtemps, donc on ne va pas rentrer dans toute cette affaire. Alors, les autres déboires prévisibles franco-français. Alors là, je reviens sur la voiture électrique, après ce petit aparté. En avril 2020, le gouvernement, enfin un des ministères, je ne sais plus lequel, peut-être l'écologie et je ne sais quoi, a signé en coopération avec les écologistes le PPE, Programme pluriannuel de l'électricité, qui nous dit ceci, on estime qu'à partir de jusqu'en 2028, il y aura 5 300 000 véhicules électriques en France. Nous étions dans la grande euphorie du véhicule électrique. Et partant de là, je me suis quand même posé quelques questions. Parce que de 5 300 000 véhicules, bon, il y en a actuellement en 2025 1 million, on a vu 1 million 120 000, on n'est pas encore à 5 millions 3. Je me suis dit la chose suivante, soyons raisonnables, divisons par 3, ce qui fait 1 700 000, à peu près, 1 700 000, on divise par 3, qui se rechargent soit sur des bornes rapides, soit à la maison, dans le bas de l'immeuble, je ne sais pas où. Et ces véhicules font, leur capacité, c'est 63 kg, de puissance, ce sont des 63 kW. Ils rechargent la nuit, le courant est un peu moins cher, pour ceux qui ont le contrat. Et puis, ça nous fait donc 9 kW de puissance pour ces véhicules. Donc 9 kW, et il y en a 1 700 000 comme ça qui se rechargent. On arrive tout simplement à environ 14 000 MW d'appel de puissance sur le réseau. Aujourd'hui, on peut, le réseau, je pense, doit pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de centrales électronucléaires qui sont soit à charge partielle, soit éventuellement à l'arrêt, et à cause, entre autres, des énergies renouvelables qui montent et qui descendent. Ça c'est un autre problème. J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire vous proposer plusieurs études sur le sujet. Et on arrive à ceci. Ça représente tout simplement entre 9 et 10 EPR du type Flamanville. Alors si je ne dis pas de bêtises, le Flamanville est un 1650 MW brut, c'est-à-dire 1570 MW net. Quelle est la différence entre les deux? Simplement les besoins pour la centrale, qui représentent à peu près 4,5 à 5% de la puissance disponible aux bornes de l'alternateur, c'est-à-dire du générateur électrique. Donc, puissance nette est toujours inférieure à la puissance brute nécessaire au matériel, aux auxiliaires de la centrale, pompe, ventilateur, climatisation, éclairage, pour que ça soit pas loin, etc., etc. Bien, c'est quand même pas rien. Sauf que dans ce PPE, on lit que à partir de 2029, certaines unités, ce qu'on appelle des tranches, les premières tranches 905 MW, arriveront à 50 ans d'âge. Et là, arrêt définitif. Arrêt définitif, alors pourquoi 50 ans? Je ne sais pas. J'ai ma petite idée, bien sûr. Sachant que ces unités sont calculées, sont faites pour 60 ans. Et comme elles sont extrêmement instrumentées, on en suit parfaitement le vieillissement. Bien.
Donc ça va représenter en gros 2600 MW en moins sur le réseau en 2029, c'est-à-dire dans 3 ans et demi. En 2030, nous arrêtons 6000 MW, à peu près, à quelques dizaines de mégawatts près. Et puis en 2031, 4330 MW, ce qui nous fera au total à peu près 13 000 MW en moins sur le réseau. Et là, je m'interroge, parce que 13 000 MW, ça ne se compense pas comme ça. C'est issu du programme électronucléaire français qui a démarré dans les années 74, les premières centrales étant arrêtées, étant Fessenheim, les 2 tranches de Fessenheim, 1740 MW net, qu'on a arrêté il y a 3 ans à 42 ans, 42 années d'âge. Alors pourquoi pas 50, je ne sais pas. Enfin, là aussi je vais mettre petite idée, bien sûr. 42 années d'âge, alors que cette centrale avait encore les autorisations venant des autorités de sûreté pour fonctionner encore 4 ans. Donc ça l'aurait amené à 46 ans, je ne vois pas pourquoi l'avoir arrêté, pouvait aller jusqu'à 50 vraiment sans problème. Hein. Bon, ça ce sont des choix, voilà, c'est pas le sujet. Alors, va-t-on vers un retournement maintenant de situation concernant le véhicule électrique, voire rechargeable? Alors, après l'enthousiasme, curieusement, on arrive à beaucoup de critiques. Alors, vous savez que les Tesla, quand même, il y en a quand même un paquet entre nous. Hein. Et eh bien, maintenant, on apprend que, bon, déjà, elles ne se revendent pas, elles brûlent, beaucoup qui auraient brûlé apparemment, ça tombe en panne, etc., etc. Donc c'est pas fiable. On est tributaire également du logiciel de Tesla, etc. Bon, alors je me suis dit, voyons voir, regardons ça un peu de plus près, et comme par hasard, alors, raison de cause à effet, je ne le sais pas, mais ça correspond quand même au moment où Elon Musk, qui est le patron de Tesla, s'est allié à Donald Trump pour son élection. Bon, est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas, mais enfin c'est quand même un peu curieux. D'autant plus que je suis dans une région touristique, partie sud de la France, où à partir du mois de mai, mois de septembre, arrivent les touristes, et je peux vous assurer que il y a certains moments, on compte bien 15, voire peut-être même 20% de véhicules électriques, dont une grande majorité de Tesla. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Tesla, c'est pas le sujet, c'est simplement des faits, des éléments que j'apporte, qui sont irréfutables. Et j'en ai pas vu en panne, je n'en vois pas qui ont brûlé, je n'ai pas... Bon, alors évidemment, Esprit Chagrin va me dire tout de suite, oui, mais c'est pas dans la même proportion que tous les véhicules thermiques, etc. Ouais, on en reparlera. On va pas tarder d'ailleurs d'en reparler. Et donc, moi, c'est mon avis. Et en plus, ces véhicules viennent d'où? Ils viennent de Belgique, beaucoup. Hein. Ils viennent de Hollande, viennent d'Allemagne. Donc, elles ont quand même fait des kilomètres. Bon. Et je connais en plus un certain nombre de personnes qui ont ce genre de voiture, n'ont pas envie de les revendre, me semble-t-il. Hein. Alors, il y aurait également l'arrêt du véhicule... il y aurait eu également l'arrêt du véhicule électrique en Allemagne. J'ai vu très récemment des Volkswagen qui m'ont l'air électriques, qui m'ont l'air toutes neuves. Bon. Alors, il y aurait aussi le fait que, pour finir, la voiture électrique, alors ça, ce sont des arguments en France, c'est plutôt une affaire de passionnés, et donc c'est pour ça que les constructeurs ne se lancent pas là-dedans, parce que ça ne mérite pas de lancer des chaînes de production, de faire des études, etc. Ça me paraît un peu léger. Hein. Alors, ce serait un véhicule également qui serait plus polluant qu'avec le pétrole. Alors, là, il y a quand même des questions à se poser, hein, parce que ce qui sort du pot d'échappement d'un véhicule à pétrole, donc gasoil, essence, voire même éthanol, hein, je suis désolé, mais à l'époque où on veut tout décarboner, c'est quand même pas l'idéal. Bon, ensuite, il faudrait quand même se rappeler que lorsqu'on... Alors ça évidemment, c'est un rapport avec le lithium, hein, enfin je suppose, et le cobalt. Sauf que le cobalt, aujourd'hui, à mon avis, dans les batteries, il y en a beaucoup, hein, mais le lithium, oui. Alors, je pense qu'au niveau de l'Afrique du Sud, par exemple, dans les mines de charbon à ciel ouvert, les mines de manganèse, les mines de cuivre, les mines d'aluminium, etc.,
Ça doit polluer moins, sans doute, enfin, je suppose, hein. Ou alors, l'argument, c'est de dire, ah ben oui, mais c'est pas une raison. Alors ça, c'est l'argument qui tue, ça, oui. Enfin bon. Alors, la question qui se pose quand même, in fine, c'est, mais alors, pourquoi avoir autant poussé dans les Français, entre autres, les Européens, dans l'acquisition du véhicule électrique? Question que je me pose. Les gens qui ont pris ces décisions, à mon avis, j'espère, étaient quand même compétents, savaient ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas. Alors, il est évident quand même que pour le moment, il y a une perte financière pour l'État. Oui, effectivement, à travers, entre autres, la TICPE. Alors, je ne dis pas que c'est l'État qui est derrière ça. Je n'ai pas le sentiment. Mais bon, il y a d'autres, à mon avis, d'autres intérêts, comme disent les avocats, inavouables, peut-être. Peut-être. La fameuse TICPE, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Effectivement, quand vous allez à la pompe à essence, à la pompe avec une voiture à essence, vous payez la TICPE et puis d'autres taxes, hein. Avec une voiture électrique, vous n'avez pas à la pompe à essence, vous payez la consommation électrique. Alors, si c'est chez vous, bon, c'est à travers de votre consommation. Et d'ailleurs, à ce propos, je rappelle quand même que la France, jusque dans les années 2000-2005, était le second bon élève de la classe en Europe concernant le prix de l'énergie électrique. Le premier, alors pas celui qui a des grosses lunettes, non. Le premier bon élève, c'était la Suède avec ses centrales hydrauliques installées dans les fjords, évidemment. Et puis d'un seul coup, nous sommes devenus, alors à partir de 2022, 2023, par là, les plus chers. Entre deux, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être parmi vous avez-vous des explications. Bon, évidemment, j'ai ma petite idée aussi, hein, faut pas... Voilà, quoi. Alors, maintenant, supposons qu'il y a un gros développement du parc électrique. Malgré tout ça, où trouver l'énergie électrique nécessaire? Première question. Alors, actuellement, à mon sens, il n'y aurait pas de souci, mais tout de même. Freiner, alors à terme, je pense que c'est pas avec les éoliennes et les panneaux solaires qu'on va faire marcher tout ça. C'est un autre problème. Alors pour freiner son développement, bien sûr, il y aurait, s'il faut le freiner, différentes astuces, hein, ça là-dessus je ne me fais pas de souci. Il y a les taxes et autres charges, bien sûr, bon, ça on sait faire, hein. Le coût de l'énergie électrique, je viens d'en parler. Et puis d'autres arguments négatifs qui ne manquent pas d'arriver, qui ne viennent pas nécessairement de l'État. Alors, vous avez en particulier que le véhicule électrique est un véhicule connecté. Bon, on y revient, bien sûr, il y a beaucoup d'électronique, ça paraît logique, et que partant de là, on est dépendant du constructeur. C'est un peu comme les avions, les bombardiers F-35 américains, qui le vendent partout. Oui, mais attendons, nous on reste, c'est nous qui avons la clé du démarrage du réacteur, hein. Bon, alors je suppose que évidemment, c'est pas pareil pour les véhicules actuels à pétrole. Non, il ne doit pas y avoir tout ce genre de soucis. Je demande à voir. Alors, le leasing. Alors, le leasing, oui, mais le leasing, ça nous met sous la dépendance de la banque, de l'organisme prêteur du constructeur, si ce n'est pas le constructeur lui-même. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche d'aller à la banque. Mais à ce moment-là, évidemment, vous serez dépendant du Crédit Agricole, de la BNP, de la Caisse d'épargne, de je sais pas quoi. Donc, je vois pas très bien où est la différence. Et y compris pour le véhicule à pétrole, c'est exactement pareil. Alors, il y a les risques d'incendie et de pollution. Alors oui, alors les risques de pollution, on l'a vu avec les mines, hein, bien sûr, et d'incendie. Bon, pareil, je reviens à ma région, là où je vois quand même beaucoup de voitures électriques. Quand je dis beaucoup, par moment, c'est 15-20% du parc, hein, quand même, qui arrive en point de vue touriste. Comme quoi, on ne doit pas avoir les mêmes considérations dans différents pays d'Europe, hein, en particulier dans les pays du Nord. Alors, tout ça pose évidemment des questions. Alors, concernant la pollution, alors oui, déjà, je disais que dans toutes ces voitures, je n'en ai pas encore vu une qui brûle, hein. J'espère ne pas en voir non plus. Mais bon, paraît-il que c'est toujours facile, évidemment, de montrer une photo d'une Tesla ou d'une je sais pas quoi, d'une autre, chinoise, une voiture chinoise qui brûle, mais on peut faire les mêmes photos avec des voitures thermiques. Les gens qui ont brûlé dans leur voiture, dans les autocars,
etc. Bon, alors là, Esprit Chagrin, évidemment, va dire aussi, oui, mais c'est pas dans la même proportion, etc., etc. Ouais, il faudrait fouiller un peu plus les choses quand même, hein. J'ai toujours été étonné qu'au XXIe siècle, une voiture ou un moyen de transport puisse encore brûler. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, donc le risque d'incendie, il faut quand même pas oublier qu'il existe les mêmes choses avec le risque à pétrole, et ne pas oublier les diverses catastrophes. Alors, les diverses catastrophes, c'est pas compliqué, c'est... chacun doit se rappeler quand même du prestige. Les supertankers là, de 250-350 000 tonnes de prestige, la Moco Cadix, l'Olympique Bravery, qu'est-ce qu'il y a encore, le Torrey Canyon. Donc les Bretons, tous les gens de la côte atlantique, ils doivent s'en rappeler de ces trucs-là, hein. Également les marées noires dans la mer Noire, qui n'est pas si noire que ça d'ailleurs quand on la survole, et les plateformes pétrolières qui ont explosé, les pipelines sabotés, etc. Donc tout ça, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Alors là encore, Esprit Chagrin va me dire, oui, mais c'est du pétrole, ça ne sert pas que pour le transport. Non, le transport, c'est quand même 30% en gros de la consommation. Pas oublier les avions non plus, hein. Le kérosène, et c'est pas de l'eau minérale. Voilà. Alors, est-ce que tout ça ne serait pas, d'ailleurs, toute cette campagne actuelle, parce que manifestement, je l'ai encore lu hier, la voiture électrique, c'est cuit, c'est mort, on n'en parle plus, c'est foutu. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça, éventuellement, un ultime combat contre la Chine? Bon, ça me paraît à peu près perdu d'avance, parce que la Chine est en train les différents constructeurs chinois, dont nous avons vu les capitaux là tout à l'heure, enfin une partie, sont en train d'étendre leur réseau en Europe, ne serait-ce qu'à travers Stellantis, mais leur propre réseau suivant les constructeurs. Et ce qui fait que, et je crois même qu'il y en a même qui vont construire, je ne sais plus dans quel pays d'Europe. Bon, l'Europe c'est très bien, mais on voit sa solidité est quand même assez limitée, hein. Je parle, la fraternité des pays européens est assez limitée. Il suffit de voir avec l'Ukraine quand on veut envoyer des troupes, hein. Oui, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit d'y aller, il n'y a plus grand monde, hein. Bon, ça peut se comprendre. Alors, là, abordons maintenant la politique franco-française en matière de carburant. Rapidement, entre 1985 et 1990, alors je donne les dates avec une certaine fourchette, hein, quand même. Il y avait une certaine promotion du moteur à GNV, gaz naturel pour véhicules. Il y en a toujours, on voit toujours des citernes dans les supermarchés, etc. Bon, avantage, moteur un peu plus silencieux, qui dure plus longtemps, enfin tout dépend comment c'est conduit par rapport à un moteur à essence. Moins d'entretien, puisque vous avez, alors pollution, il n'y en a quasiment pas, ou très peu, et puis vidange d'huile tous les 50 000, puisque pollution, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça a eu un succès modéré. Je profite de ceci, mais très rapidement, pour aborder l'histoire des trois gaz courants. Le méthane, molécule CH4, un seul atome de carbone, 4 d'hydrogène. Pollution, quand même pas beaucoup, hein. Un gaz, pour le transporter, vous savez, on est obligé de le congeler à très 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 basse température, moins, je ne sais plus combien, 180 et quelques, je crois. Ensuite, le propane, C3H8, donc 3 atomes de carbone, bon. Et puis, mais 8 atomes d'hydrogène. Sauf que si on fait la proportion carbone-hydrogène dans la molécule, ça fait 1,5 atome de carbone. Alors ça ne veut pas dire qu'on a coupé un atome en deux, non, c'est simplement une question de proportion arithmétique, hein. L'avantage, c'est qu'il ne gèle pas, enfin en tout cas dans les températures négatives courantes que l'on peut avoir en Europe, donc on met les bouteilles, entre autres, que l'on connaît, à l'extérieur. Et puis le butane. Butane, C4H10. Là, ça a quand même déjà pas mal d'atomes de carbone, et lorsqu'on fait la proportion, on est à 2,5 atomes de carbone. C'est quand même beaucoup plus que le CH4, que le méthane, qui est le gaz de ville, hein, le méthane. Et eh bien, on le met à l'intérieur dans des bouteilles. Propane et butane sont des gaz de pétrole, pas le gaz naturel, qui en plus, je considère dans une certaine proportion,
comme une énergie renouvelable. Les gaz de station d'épuration, on peut faire également de la fermentation anaérobie. Bon, ça, on verra ça plus tard, avec des céréales ou autres. Bon, on verra ça plus tard, dans une autre étude. Donc, ce qui veut dire que derrière ça, quelqu'un qui possède des puits de pétrole a les deux. Il a dans la colonne de distillation du plus lourd, les goudrons, etc. Et au plus léger, eh bien, entre les deux, il y a les essences, il y a tout ça, et les gaz. Donc, le pétrole et le propane et le butane, après ce qu'on appelle un reforming en anglais, il a les deux. Quelqu'un qui a que le gaz, eh ben, il a que le gaz. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, grosse différence. Je voulais apporter cette petite précision quand même. Donc tout ça nous amène après aux années 90, après le moteur à GNV. Alors on voit quand même aussi dans les cars maintenant en ville, etc., on voit quand même beaucoup de cars appelés biogaz. Bon, bio, on en reparlera encore. Hein. Parce qu'il ne suffit pas que ça soit vert avec des petites fleurs pour que ça devienne bio. Bon, alors, en Russie, par exemple, il y a longtemps que tout ce qui est, enfin, peut-être pas partout, je connais plutôt le sud, eh bien, tout ce qui est, mobilité urbaine, suburbaine, est à gaz, y compris les taxis. Alors, c'est vrai que, même des camions, hein, mais il est vrai que le gaz là-bas, il n'est pas cher, il y en a tellement. Bon. Alors, en des années 90 en particulier, on a vu arriver les pots catalytiques, essentiellement pour les diesels, chers, peu efficaces, et métaux rares, enfin dits rares dedans. Bon. Années 95, on a vu arriver les agrocarburants, c'est-à-dire l'huile de colza et l'éthanol. Donc, l'huile de colza, en particulier dans les diesels, et l'éthanol dans les essences. Alors en tout ou partie, mais en fait c'est en partie. Hein, c'est, je crois, entre 5 et 8 ou plus parties. Il faut quand même pouvoir fournir, et ça, il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de l'alimentation humaine à travers les céréales. Hein. Voilà. Dans les années 2000, les années 2000, là on a rajouté un filtre à particules, dans lequel, je crois qu'il y a aussi quelques métaux rares là-dedans, et que c'est pas donné. Si on voulait être, je dirais, raisonnable et puriste, eh bien, on devrait le changer régulièrement, donc encore des frais. Et puis en 2010, le véhicule électrique, alors avec des généreuses primes d'achat, et là, le véhicule électrique allait sauver la planète, c'était le bonheur. Bon, sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de retour en arrière, enfin, je dirais, d'éléments négatifs tout à coup. Bon, alors, affaire à suivre, bien sûr. À tel point d'ailleurs que, alors concernant ce véhicule, en 2035, il n'y aurait plus de véhicules thermiques construits ou achetés. Alors je rassure même tout de suite tous les petits garagistes, véhicules thermiques, il y en aura pour prendre leur retraite et peut-être même celle de leurs enfants. Donc, et puis on a fait le marche arrière, sans jeu de mots, récemment. Et puis, on pourrait revenir éventuellement des véhicules thermiques. Alors, bon, mais tout ça, ça va être de plus en plus sophistiqué, avec des tas d'électronique partout. On retombe, je dirais que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin bon, voilà. Bon, alors, à partir de 2022-2023, bon, vous savez que tout ça pourrait être balayé maintenant, c'est le moteur à hydrogène, c'est l'hydrogène. Sauf que personne ne nous dit d'où vient cet hydrogène, qui est merveilleux, puisqu'au pot d'échappement, il n'y a plus que de l'eau qui sort. Alors la question que je me pose tout de suite, c'est mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? C'est l'histoire du commissaire Borel, vous savez, l'ancienne émission de télé, mais c'est bien sûr. Non, apparemment on a dû oublier. Alors, l'hydrogène, d'où vient-il? 95%, il vient du méthane, du gaz naturel, CH4. On enlève le carbone et puis on garde les hydrogènes. Sauf que le carbone, on fabrique du gaz carbonique avec. Et puis entre deux, il faut de l'énergie à bonne température. Donc tout ça, alors, c'est très discutable. Où est l'écologie là-dedans? Je me le demande. Les intérêts, sûrement, oui, mais l'écologie, je ne suis pas sûr. Alors bon, néanmoins, il y a de grands espoirs maintenant sur les
euh, sur l'hydrogène natif, c'est-à-dire venant du sol, qui serait déjà en pression. Ben, c'est merveilleux, comme ça il n'y a pas besoin de pomper, et il y en aurait pas mal un peu partout. Donc encore, pourquoi n'a-t-on pas découvert ça plus tôt? Sauf que ben, il va quand même falloir l'extraire, le stocker, le transporter, tout ça c'est pas simple. Il semble que ça nécessite évidemment des sommes d'argent faramineuses, et j'attends de voir, j'attends de voir, j'attends de voir. Bon, alors, quelle est la prochaine solution? Ben, je sais pas. Sûrement une prochaine solution. Peut-être aussi, et je me posais la question, puisque on reviendrait un peu dans le moteur thermique, semble-t-il. Alors la SNCF, notre compagnie nationale de chemin de fer, euh, qui électrifie chaque fois qu'elle le peut, dès l'instant où c'est rentable bien sûr, alors mettant des caténaires, une affaire qui n'est pas gratuite, ça veut dire sous-station, ça veut dire entretien, ça veut dire etc. etc. Moi je pense que, puisqu'on reviendrait plutôt moins vers le moteur thermique, peut-être devrait-elle revenir aux gros diesels, les gros diesels, les 63 000, 67 000, etc. Et puis aux automoteurs diesel, à mon avis, ça serait plus simple. Et puis peut-être une machine à vapeur plus remise au goût du jour, peut-être. Bon, bien sûr, je plaisante, enfin j'espère que vous avez compris comme ça. Mais ça sous-entend quand même pas mal de choses. Alors, pour finir, quel est, selon moi en tout cas, l'avenir réel? L'avenir réel pour une société qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut s'affranchir effectivement des différentes pollutions, qui veut, voilà, pour le bien je dirais, du peuple, enfin pour le bien, voilà, de l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la technologie et l'argent, enfin plutôt l'être humain au service de la technologie et de l'argent. C'est pas la même chose que la technologie et l'argent au service de l'être humain, ce qui me paraît quand même plus logique. Bon, enfin c'est un petit instant de philosophie. Pour moi, c'est très simple, c'est énergie électro-hydraulique, c'est l'énergie électronucléaire, alors pas forcément avec les filières actuelles que nous avons en France, il y a d'autres filières qui sont en études et en développement, dont en Chine, qui fait feu, j'allais dire feu de tout bois, c'est le cas de le dire, mais, et moteur dans X domaine. Voilà. Et puis le gaz naturel, que je n'oublie pas, CH4, un seul malheureux pauvre atome de carbone avec 4 d'hydrogène autour. Bon, et nous arrivons comme ça à la mobilité électrique. Alors la mobilité, ben, ça veut dire les trains dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça veut dire tout ce qui est voitures, petits utilitaires en ville, peut-être les camions sous réserve, parce que ça pose quand même d'autres problèmes, mais au moins sortir un peu de la fumée et de tout ça. Alors évidemment, esprit chagrin, on dire ouais, les centrales nucléaires, etc., ça risque d'exploser, etc., etc. Bon, ça, voilà, c'est comme ça depuis X temps. Enfin, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la fin des courroies de distribution, enfin des changements de courroies de distribution, des joints de culasse, des vidanges d'huile, des filtres à air, des filtres à huile, des pots catalytiques, etc., de toute cette chaîne qui coûte un argent fou aux conducteurs, et puis en plus qui n'a strictement rien d'écologique, parce qu'il faut les fabriquer, faut après les détruire, faut aller chercher les métaux. Donc là, on revient encore, il ne faut pas critiquer le lithium, et puis de l'autre côté, dire oui, pot catalytique, tout ça, c'est très bien. Non, faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur d'un produit. Moi, ce que je préfère appeler, il y a un autre mot pour ça, c'est le cycle de vie. Alors, bon, je préfère l'analyse de la valeur parce qu'elle introduit la notion financière. Cycle de vie, je suis moins sûr. Bon, donc il faut pousser le raisonnement complètement. Si on veut parler d'énergie, de pollution, d'écologie, de tout ça, bien sûr. Pour finir, et je termine là-dessus, ça veut dire qu'il ne faut pas vivre à contre-courant et qu'il faut aller, le progrès, c'est l'amélioration du confort, de la vie. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut devenir paresseux, alors surtout pas, mais de ne pas se compliquer la vie dans des tas de choses et pas polluer la planète. Elle n'a pas été faite pour ça. Donc voilà, c'était mon petit quart d'heure de philosophie, mais je pense que c'est bien la voie que prennent les Chinois,
les Russes aussi d'ailleurs, et que nous ne prenons, à mon avis, nous ne prenons pas. Ramer à contre-courant dans la rivière Ardèche ou sur le Rhône, avec un canoë ou une barque, on se fatigue très vite, hein, et on s'isole après du monde. Une fois qu'on est isolé du monde, on se fait dévorer. C'est tout, c'est très simple. Voilà, j'espère que cette étude vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, donc, concernant le train sur pneumatique et autonome. Et puis, eh bien, mettez un pouce, bien sûr, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça qu'on fait monter la chaîne. La petite cloche pour être informé des études suivantes. Partagez évidemment, là aussi c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Et puis, si vous voulez nous aider financièrement, même pour 5 euros, il y a Tipeee, etc. Vous pouvez être annonceur, vous pouvez être sponsor de la chaîne, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, je vous présente, avant de terminer, le document qui s'appelle « Quel avenir pour la voiture électrique en France et en Europe ?» Comme pour toutes les vidéos, vous trouvez le document correspondant dans le site internet qui est derrière moi, www.laplumedutemps. Tout est gratuit, donc comme ça on ne se pose pas de questions, simplement vous cochez la case des conditions générales, pas de vente puisqu'il n'y a pas de vente, et ça veut dire que vous les acceptez et puis vous enregistrez, bien sûr. Voilà, alors, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un autre sujet qui me paraît particulièrement intéressant. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.